Je vais vous présenter immédiatement Martin Andler, qui est à mes côtés. Martin Andler est professeur émérite de mathématiques à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Il a fait ses études à l'école normale supérieure, notre voisine, à l'université de Paris 7. Il a été chercheur au CNRS et il a été souvent professeur invité aux États-Unis, à Rutgers, au MIT. Ses recherches portent notamment en mathématiques sur les représentations des groupes de Lie, avec des questions liées notamment, si j'ai bien compris, à la quantification. Il effectue aussi, et c'est une originalité de son parcours, des recherches en histoire des mathématiques et sur le développement des mathématiques en France depuis la fin du XIXe siècle. Et je dois dire enfin qu'il a consacré, mon cher Martin, une considérable énergie à des actions de diffusion et de promotion des mathématiques, principalement au sein de l'association Animat, dont il a été président puis vice-président de 1998 à 2022. Et il préside depuis 2018 l'initiative pour la science en Europe. Voilà, je te laisse la parole. Merci Pierre-Michel, merci de cette invitation à vous présenter quelques idées, chiffres et spéculations sur la question de l'évaluation sur l'enseignement des mathématiques en France. Alors je vais commencer par faire défiler assez rapidement des statistiques auxquelles Pierre-Michel a fait allusion. Donc il y a deux grandes études internationales qui ont alerté l'opinion française et pas seulement française, donc l'enquête PISA qui est réalisée par l'OCDE. Voici les résultats de l'enquête PISA de 2022. Donc c'est l'évaluation, les résultats moyens en mathématiques, et on voit que la France, c'est ça, oui. Vous voyez que la France se situe au milieu, à peu près au niveau, enfin sans différence significative par rapport à la moyenne des pays riches. Alors évidemment, c'est des statistiques, là, c'est l'interprétation, ce tableau a été fait par l'ADEP. Ils ont spécifié les sous-groupes de troisième en retard, seconde pro et deuxième générale et technologique. Donc il apparaît que nos élèves de seconde générale et technologique sont très bons, mais en fait, dans tous les pays, il y a aussi des différences, et donc il est probable que les meilleurs étudiants coréens, enfin il est certain que les meilleurs étudiants coréens sont francs quelque part par là. Alors l'évolution depuis 2003 est intéressante, hein, ça donne l'évolution dans les trois grandes disciplines évaluées par PISA. On constate, et c'est quelque chose qui n'a jamais été véritablement compris, il y a eu une chute très très significative entre 2003 et 2006. Ensuite, les résultats en mathématiques sont restés stables, et puis il y a eu la chute de 2022, mais qui est probablement imputable au Covid. Cela dit, on constate aussi que la chute a été plutôt plus importante en France que dans les autres pays. On voit que le schéma est un peu différent dans les autres disciplines. Si on exclut 2022, on voit qu'en lecture, en gros, il y a eu des fluctuations, mais les choses sont restées stables, et la même chose en sciences. Alors voilà un autre chiffre qui donne l'évolution en mathématiques. Donc là, c'est peut-être plus parlant. Il y a effectivement, d'après PISA, une chute du niveau moyen. Maintenant, en statistique, je suis très faible en statistique, mais je sais que ce qui compte, c'est quand même la distribution plutôt que la moyenne. Voilà l'évolution des élèves en difficulté, c'est-à-dire les élèves de niveau inférieur ou égal à 1 dans les statistiques PISA. Donc on voit qu'il y a une progression à peu près continue entre 2003 et 2022, et en revanche une chute extrêmement forte des élèves les plus performants, c'est-à-dire de niveau supérieur ou égal à 5. Je devrais peut-être faire une petite parenthèse. On est ici à l'ombre de l'institution d'enseignement supérieur la plus prestigieuse de France, c'est le lycée Louis-le-Grand, pas le Collège de France. Quand on parle de très performant dans des analyses de type PISA, il ne s'agit pas de très performant au sens d'une micro-élite. La micro-élite n'est pas visible dans des statistiques de type PISA. Donc il faut se méfier de ce genre de choses. Alors voilà une autre représentation des sous-performants et des surperformants. Donc on constate que les niveaux supérieurs ou égal à 5, la France se situe vraiment très très bas dans cette échelle.
et les surperformants, la France a une performance moyenne, disons, on est à peu près au même niveau que des pays comparables. Au niveau 6, c'est-à-dire le meilleur niveau évalué par PISA, nous sommes à 1,1%, alors que la Belgique est à 2,6%, l'Allemagne à 1,9%. Il s'agit de pourcentage de la classe d'âge, donc il faut se souvenir qu'une classe d'âge en France, c'est 800 000 à peu près, donc 1% c'est 8 000, donc le déficit par rapport au Royaume-Uni, 2%, c'est 16 000 élèves en moins qui sont au meilleur niveau. 16 000, ça correspond, disons, aux effectifs de gens qui entament des études scientifiques au plus haut niveau. Alors, il y a une deuxième étude qui a été beaucoup discutée, c'est l'étude de Teams, qui est une étude un petit peu différente. Je devrais dire, avant de quitter PISA, c'est que PISA évalue la capacité des élèves à utiliser les connaissances dans des contextes non scolaires, alors que Teams évalue plutôt les connaissances, et plutôt plus proche des connaissances. Quand on a commencé à discuter de PISA, on a dit oui, mais c'est pas intéressant de faire ça. Et manque de peau, en quelque sorte, l'étude Teams a donné des résultats qui sont bien pires, puisque voici les résultats de Teams 4. 4, c'est la 4e année, donc ça correspond au CM1. Donc la France est, avec 485, tout en bas de l'échelle, tout en bas de l'échelle. Si on regarde Teams 8, c'est-à-dire la 8e année, donc la 4e, la France est aussi tout en bas de l'échelle, avec 483 points, donc très 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 loin derrière beaucoup de pays. Maintenant, si on regarde les niveaux, de nouveau la distribution dans Teams, dans Teams 4, nous avons 3% des élèves qui sont leur niveau avancé et 85% qui dépassent le niveau bas, le niveau de compétences minimales qu'ils évaluent, tandis qu'en Europe, on est à 9% d'élèves de niveau avancé. Et donc on voit aussi, et dès le CM1, un déficit vraiment important. Si on regarde Teams 8, donc en 4e, là c'est encore plus frappant, nous avons 2% d'élèves au niveau avancé, c'est-à-dire 16 000, à peu près 16 000, alors que dans l'OCDE, on est à 11%. Alors ces enquêtes ont le défaut du point de vue français d'être des enquêtes internationales, donc c'est intéressant de compléter par rapport aux enquêtes menées par l'ADEPE, donc l'enquête CEDRE, elle met en évidence de la même manière depuis 2008 une diminution continue du score moyen, et donc là c'est 2019, donc c'est avant le Covid, et on voit aussi une diminution très très nette des élèves les plus performants, puisqu'on était à 28,6% en 2008 à 22% en 2019. En revanche, le nombre d'élèves les moins performants a significativement augmenté. Donc c'est à peu près les mêmes chiffres, là c'est au niveau du CM2. Alors, on a dit, donc j'ai dit, ces enquêtes donnent une distribution avec des très bons et des très mauvais. Il est intéressant, ce sera discuté ce soir, mais de parler un tout petit peu des tout meilleurs, c'est-à-dire du premier, je ne sais pas comment on dit, 1 sur 100 000, je ne sais pas si c'est le millicentime ou je ne sais pas quoi. C'est les Olympiades internationales de mathématiques. Donc voilà les classements de la France aux Olympiades internationales, les classements moyens de la France aux Olympiades internationales de mathématiques depuis 1989, donc on était relativement en 1989 assez bon à cette époque-là, mais il y avait des raisons spécifiques. Sinon, on est à des niveaux, disons, extrêmement moyens, avec une tendance à une légère progression dans les dernières années. On constate que l'Allemagne est quand même systématiquement plutôt meilleure, le Royaume-Uni meilleur, les Pays-Bas non, c'est un petit pays, et de manière intéressante, la Finlande, qui a un système qui est très performant, en général, ne s'intéresse pas du tout aux Olympiades
international de mathématiques avec un rang très très médiocre. Si on regarde les Olympiades internationales de physique, le paysage a l'air d'être un peu meilleur, puisque la France est au niveau de, et même un petit peu meilleur que l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais en fait c'est c'est parce que la France, disons, prend ses distances par rapport au règlement, puisque la France envoie des élèves de maths sup, alors que, la moitié de la délégation est composée d'élèves de maths sup, alors que le règlement précise qu'il ne faut pas avoir commencé d'études supérieures. Donc, cette performance honorable est un petit peu trichée. Alors, un mot, puisqu'on contraste, et Pierre Michel l'a dit dans son introduction, la recherche française en mathématiques. Donc, en effet, la recherche française en mathématiques est de très haut niveau. Si on regarde les médailles Fields, c'est-à-dire l'équivalent du prix Nobel, sur toute la période, depuis que la médaille existe, depuis 1936, alors c'est un petit peu bizarre aujourd'hui de mettre dans le même paquet la Russie et l'Ukraine, mais c'est plus facile de le faire ainsi. Donc, il y a eu 10 médaillés Fields formés en Russie ou en Ukraine sur toute la période. La France en a eu 11, les États-Unis ont eu 12, le Royaume-Uni en a eu 7. Si on regarde la période la plus récente, et ça c'est intéressant, donc la Russie, et maintenant l'Ukraine en a eu 8, la France en a eu 6, les États-Unis ont eu seulement 2. Donc, du point de vue par rapport à la période récente, il serait peut-être plus correct de dire que la France est numéro 2, mais pas derrière les États-Unis, plutôt derrière la Russie et l'Ukraine. Évidemment, si on regarde là où les médaillés Fields travaillent, ça c'est une autre histoire, puisque les États-Unis en assurent. Alors, je pense qu'il est plus pertinent peut-être de regarder les invités au congrès international. En mathématiques, on a un congrès qui a lieu tous les 4 ans, et donc à chaque fois, il y a à peu près 200 conférenciers invités, et voilà les résultats. Je n'ai pas fait les résultats pour 2022, mais ils sont à peu près similaires. Donc là, il s'agit de gens qui ont été formés au niveau lycée, licence, éventuellement master en France. Donc la France est à 30 sur 200, à peu près 15%. 27 sur 220, un petit peu moins. Donc c'est certainement le pays qui produit, le premier pays producteur, même en chiffre absolu, de mathématiciens. Donc, et ça c'est un paradoxe français que j'ai souligné déjà depuis plusieurs années, c'est que c'est un peu comme avec le vin. Les Français sont en bonne santé et boivent du vin, et les Français ont des élèves très faibles et des chercheurs très bons, très très bons en mathématiques. Alors, maintenant, je voudrais en venir un petit peu à la question des inégalités sociales, parce que les études PISA, notamment, nous fournissent beaucoup d'informations sur les inégalités sociales. Et peut-être une remarque, c'est que quand PISA est sorti en France, cette étude a été traitée par le mépris à peu près général, alors qu'en Allemagne, le PISA choc a été une rubrique dans les journaux parce que les performances du système allemand étaient très mauvaises. Ça a changé quand Baudelot et Stablet ont publié en 2009 un bouquin qui s'appelait « L'élitisme républicain, l'école française à l'épreuve des comparaisons internationales », dans lequel, d'une part, il disait que les chiffres de PISA étaient très solides, très solidement établis, que c'était une très bonne étude. Et deuxième chose, ce qui était très frappant, c'est que l'étude PISA mettait en évidence le fait que le système français était le système le plus inégalitaire sur le plan social parmi tous les systèmes. Alors en effet, si on regarde les indices d'inégalité sociale, voilà les scores donc PISA classe les élèves en 4 catégories, je crois, de 25%, entre les très défavorisés, défavorisés, favorisés, très, très favorisés. Donc voilà les scores d'un certain nombre de pays sur les très défavorisés. Donc on voit que les Français très défavorisés sont plutôt plus mauvais que ceux des pays comparables. Les scores des très favorisés sont
relativement bon, mais quand même assez loin de la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est l'écart. Et là, pour l'écart entre les très favorisés et les très défavorisés, l'écart est parmi les plus élevés, même si la Belgique a des écarts, un écart comparable. Donc ils établissent un chiffre qui est la variation du score en culture mathématique associée à la variation d'unité de l'indice SESC. L'indice SESC, c'est un indice disons de niveau, enfin un combiné du niveau de culture, d'accès à des équipements, etc. C'est un composite et on voit que la France est vers le haut du classement, c'est-à-dire là où progresser d'une unité d'indice, c'est-à-dire progresser en termes de capital, disons de capital culturel et de capital économique, a un impact parmi les plus importants sur les performances des élèves. Et ce qu'ils mettent en vert, je pense c'est des chiffres de l'ADEPE, c'est des pays qui ont des performances qui sont statistiquement comparables. Maintenant, si on regarde donc un autre, donc c'est un tableau dans lequel on voit ici quelque chose qui mesure le statut socio-économique et en ordonnée quelque chose qui mesure la performance. Donc on voit que la France a un niveau de performance moyen et se situe à gauche, c'est-à-dire un endroit où l'impact du statut socio-économique est relativement très important. Donc ça, c'est pour la lecture. Et si on regarde le chiffre pour les mathématiques, on voit que c'est à peu près la même chose. Et ceci m'intéresse, et je vais développer ça un petit peu, c'est que l'impact des inégalités sociales en mathématiques est aussi fort en mathématiques qu'en lecture. Alors maintenant, il y a aussi des dimensions psychosociales. Donc déjà, un élément, c'est l'écart de performance entre filles et garçons. Donc ça, c'est des chiffres de PISA. On voit que l'écart est plus ou moins important suivant les pays. La Finlande, les filles surperforment légèrement en mathématiques. D'ailleurs, c'est le cas aussi en Slovénie. Il y a des pays dans lesquels la différence est statistiquement relativement faible. La France est à un niveau qui est, disons, relativement honorable. C'est-à-dire c'est pas pire qu'ailleurs, disons. L'anxiété mathématique est un des éléments qui est aujourd'hui largement utilisé pour décrire les problèmes spécifiquement liés à l'enseignement des mathématiques. Donc on voit d'abord que la France a un niveau d'anxiété qui est plutôt élevé, et il est très très élevé chez les filles, et c'est un des endroits où l'écart entre filles et garçons est le plus important. Donc voilà à peu près les mêmes chiffres. Là, on voit que la France donc, est tout à fait en haut en l'écart d'indice d'anxiété entre filles et garçons pour les pays de l'OCDE participant à PISA. Alors l'anxiété mathématique ou le rapport difficile aux mathématiques est quelque chose qui est absolument universel. J'ai trouvé... en cherchant un petit peu allemand, espagnol, italien, américain. Donc c'est quelque chose qui est absolument général. Et les questions de genre, disons les questions de performance moins bonne en mathématiques pour les filles ou pour les femmes est quelque chose aussi universel. Ce qui est peut-être spécifique à la France, c'est que dans beaucoup de pays, les efforts qui ont été menés au niveau de l'université pour faire attirer vers des études en mathématiques, en informatique, en physique, en sciences de l'ingénieur ont eu un impact, et donc il y a
une compensation des différences qui s'opèrent. Par exemple, si on prend le MIT, qui avait des performances extrêmement médiocres du point de vue des inégalités de genre. Maintenant, au niveau undergraduate, au niveau bachelor, ils sont à la quasi-parité. Et cette quasi-parité est réalisée aussi dans les disciplines les plus, a priori, les moins accueillantes pour les jeunes femmes. Par exemple, en génie mécanique, qui sont absolument à parité. Alors que comme le MIT a aussi est très fort en biologie, en architecture, etc., on aurait pu penser que les femmes se dirigent plutôt vers ces disciplines. Ben non, elles se dirigent aussi à Stanford. On a un peu la même situation maintenant. Ils ont énormément progressé en informatique, qui est évidemment à Stanford, dans la Silicon Valley, une majeure qui est très, très, très importante. Alors, il y a des enjeux économiques dont je vais dire quelques mots. C'est-à-dire la question, c'est est-ce que c'est important? Donc, est-ce qu'il est important que... est-ce que la formation en mathématiques présente, du point de vue de la performance d'un pays, de son avenir, de la construction de son futur, une question importante? Alors, je voudrais d'abord citer donc Eric Hanushek, qui est un économiste américain qui, avec Ludger Bussmann, donc il explique, c'est un des spécialistes du capital cognitif, sur la période 1960-2000, 3/4 de la variation de la croissance du produit intérieur brut entre les pays est liée aux mesures de compétences en mathématiques et en sciences. La relation entre les compétences cognitives agrégées qu'on appelle le capital de connaissances et la croissance à long terme est extrêmement forte. Et voilà une courbe qu'il a donnée, c'est si il y avait une amélioration des compétences des jeunes Américains, voilà l'impact que ça aurait sur la croissance économique aux États-Unis. Il y a eu des travaux similaires qui ont été menés en France récemment. Donc, il y a eu une note du Conseil d'analyse économique de ces trois auteurs, baisse de la productivité en France. Et tout récemment, un économiste qui s'appelle Xavier Jaravel, qui a écrit un bouquin au titre très séduisant, écrit dans ce bouquin, si la France parvenait à combler 1/5 de l'écart qui la sépare des pays avec les résultats éducatifs les plus performants comme la Finlande, on aurait une hausse de la croissance économique de 9,4% sur le long terme. Donc il semble qu'il y ait vraiment un enjeu important. Alors évidemment, étant mathématicien, je suis mal placé pour dire que les mathématiques c'est important, mais je suis obligé, je fais recours à des économistes pour le dire à ma place. Alors, une source, et d'ailleurs c'est bien présent dans ce qu'écrit Jaravel, hein, c'est la question n'est pas seulement de déterminer ce qui va arriver au 0,5% du haut du panier parmi nos élèves. Hein, donc on a 800 000 élèves, 1% c'est 8 000, 0,5% c'est 4 000. C'est une évaluation à la louche des établissements les plus performants, incluant Polytechnique, les ENS, HEC, etc. Il s'agit, dans ces calculs-là, il s'agit vraiment de la compétence plus générale dans la population, donc, et pas simplement de ce qui concerne les toutous meilleurs. Ce qu'on constate, c'est que notre système éducatif parvient à maintenir un très bon niveau du centile supérieur des étudiants. Ça ne se Bon, au niveau du lycée, la mesure est imparfaite. On a les Olympiades internationales. Les Olympiades internationales, ça dépend beaucoup de savoir quel est le degré de préparation qui existe dans les pays. Mais en tout cas, incontestablement, au niveau, disons, de la fin de licence ou du master, notre centile supérieur est plutôt bon. La question est plutôt, et je pense que c'est ça la question que pose l'économiste, de ce qui se passe au niveau du deuxième décile, c'est-à-dire de ce qu'on peut appeler les cadres moyens scientifiques. Par exemple, on sait qu'on a un énorme déficit dans le recrutement des professeurs, qu'on manque d'ingénieurs,
Et disons, ça, c'est plutôt au niveau peut-être du deuxième décile ou de la fin du premier décile que ça se situe. Alors, je vais maintenant essayer... oui, donc je rappelle juste les chiffres pour qu'on ait bien en tête. Hein. Donc, il y a une classe d'âge 800 000. Les bacheliers généraux, c'est 372 000, donc un peu moins de la moitié. La spécialité maths, c'est 167 000. Les CPGE scientifiques, 50 000, le nombre de diplômés d'ingénieurs, 47 000, et les doctorats scientifiques dans les disciplines de sciences les plus dures, donc hors sciences de la vie, c'est 6 000. Si on regarde les filles, donc c'est à peu près évidemment la moitié. Sur les bacs généraux, elles sont un peu plus de la moitié, mais dans la spécialité maths, elles sont très loin d'être la moitié. En CPGE scientifique, donc y compris notamment les prépas bio, elles sont moins d'un tiers et au niveau des diplômes d'ingénieur, c'est à peu près la même proportion. Rappel, pour comparer à ces chiffres, hein, dans Teams 8, donc au niveau de la 4e, on a 3% de nos élèves, donc à peu près 24 000 qui sont au niveau avancé. Donc, et dans PISA, on a 9 000 élèves qui sont au niveau 6. Si on met ça en regard des élèves qui seront en terminale en spécialité mathématiques, on voit qu'il y en a très très peu qui sont considérés comme bons au niveau de PISA. Et je pense que c'est quelque chose dont les professeurs de mathématiques sont bien conscients dans leur pratique pédagogique quotidienne. Alors, je vais essayer maintenant de vous livrer quelques réflexions et spéculations sur les causes. Alors, on est bien obligé quand même, c'est une interprétation sur lesquelles j'ai des réticences, mais on est bien obligé quand même de se poser la question de savoir si la très grande qualité de nos meilleurs étudiants et la faible qualité de nos moyennes de nos élèves ne sont pas corrélées. Alors qu'on a des économistes, enfin des spécialistes de sociologie ou de sciences de l'éducation qui vont dans ce sens-ci, pardon. Les résultats montrent que la France favorise la réussite d'une élite, celle des enfants qui réussissent le mieux. François Dubay, commençons par l'idée fausse, celle de l'abandon des bons élèves au nom d'un égalitarisme hostile aux élites, alors que l'école républicaine d'autrefois, qui est surtout celle de notre imaginaire, s'attachait à sélectionner les meilleurs des élèves pour les pousser vers des études longues et prestigieuses, l'école démocratique d'aujourd'hui n'aimerait pas voir dépasser une seule tête. Non seulement l'école française fonctionne comme un processus de distillation fractionnée des élèves, dégageant une élite incontestable. Alors, je pense que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je pense qu'en effet, une des caractérisations de notre système éducatif, c'est de dégager de manière extrêmement précoce un groupe d'élite le plus réduit parmi beaucoup de pays. Ce qu'on constate, c'est que la massification de l'enseignement supérieur n'a pas entamé la domination du secteur le plus sélectif. Notre enseignement supérieur est de plus en plus stratifié. Mais je voudrais me concentrer sur les mathématiques. Alors, on a vu que on a vu au niveau du lycée que nos bons ne sont pas si bons que ça. Et en revanche, il est incontestable que la France produit de très bons chercheurs en mathématiques. On n'a pas d'échelle de comparaison pour les ingénieurs, mais par exemple, si on a enseigné un petit peu à l'étranger, par exemple, ayant enseigné au MIT, je connais le niveau en mathématiques du diplômé moyen du MIT. Les meilleurs sont très très bons, évidemment, mais le niveau moyen d'un ingénieur du MIT est... L'ingénieur moyen diplômé du MIT ne tiendrait pas une semaine dans une bonne classe préparatoire en France. Donc, ça ne les empêche pas apparemment d'être des bons ingénieurs. Et puis, faire un classement des ingénieurs, c'est compliqué. Là, en recherche, on a des éléments de comparaison, on a même si de manière individuelle, le calcul du H-index et de choses comme ça est très très problématique, au niveau collectif, ça nous donne des informations. Donc on a bien des très bons mathématiciens. Sur les ingénieurs, c'est plus compliqué. Et puis, il faut voir aussi que
ce qui se passe de manière interne à un pays. Si les polytechniciens devenaient nuls en maths, ça ne les empêcherait pas d'occuper des positions dominantes, des dominantes. Mais bon. Mais Polytechnique, en l'occurrence, est beaucoup plus qu'un symbole. L'école polytechnique, est-ce qu'elle représente un rôle normatif dans les mécanismes de sélection en France. Son recrutement est historiquement basé sur les sciences fondamentales, et en particulier sur les mathématiques, et sur le système des concours qui a été importé de Chine. La ressemblance entre ce rouleau du XVIe siècle et des jeunes Français qui composent à tel ou tel concours est assez frappante. Ils sont en rang, ils sont... Si on a un système qui est fondé sur les concours, ça veut dire qu'on estime qu'on est capable d'évaluer correctement des élèves en les mettant devant une feuille de papier, en travaillant pendant un certain nombre d'heures, et travailler avec un crayon et une feuille de papier, c'est le métier des mathématiciens. Donc ça va automatiquement, la forme du concours et la forme écrite du concours va favoriser les mathématiques par rapport à d'autres manières, d'autres types d'excellence, on dirait, et en particulier tout ce qui est la capacité à faire des études, à mener des études en sciences expérimentales et laisser de côté, parce que les capacités en sciences expérimentales, elles se voient au labo, elles ne se voient pas devant une feuille de papier. Donc on voit que ce système des concours va avoir plutôt tendance à favoriser les mathématiques, et comme l'ont montré, je crois, Menger et Marchika, ça rejaillit aussi sur les écoles de commerce, puisque la hiérarchie des écoles de commerce est étroitement reliée aux coefficients de mathématiques dans leur concours. Alors, que se passe-t-il au niveau du secondaire? On sait que sur un total de 1600 lycées généraux et technologiques publics et 1000 lycées privés, le nombre de lycées qui donnent effectivement accès aux filières les plus prestigieuses sont une fraction. Des études ont été menées dans un rapport de l'Institut des politiques publiques, mais je suis encore dans les temps, non? Ou... 5 minutes, pas plus. Bon, okay. Oh, ouais, c'est bon. 50% des élèves des écoles les plus prestigieuses sont franciliens et la moitié sont parisiens. 8% des lycées fournissent la moitié des effectifs des écoles les plus prestigieuses. Donc ceci, en fait, ne contredit pas complètement le raisonnement de Dubay. Dans 150 lycées en France, on distille l'élite, et dans les autres, en effet, il ne faut pas qu'une tête dépasse. Les deux cultures. Donc, vous savez, vous connaissez cette conférence qu'a donnée Sipisno en 1959. La question, c'est de savoir si le débat sur les deux cultures là, impacte, et de quelle manière ça impacte les différences sur l'enseignement. Alors, je vais donner... la présentation de 2 cours au Collège de France. Ça, enfin, vous pouvez deviner, c'est un cours de mathématiques. Du point de vue d'un mathématicien, c'est un exposé qui est particulièrement clair et limpide. Et puis voilà, je pense que j'ai oublié d'ailleurs, mais c'est un autre professeur, un autre collègue de Pierre Michel, et c'est son résumé de cours. On voit que ici, en gros, à peu près toute personne cultivée peut situer de quoi il s'agit, et ici, à peu près personne ne peut comprendre, sauf un professionnel. Il y a une vraie différence de nature. Je voudrais donner un autre exemple, sous forme d'un exercice. Voilà des sujets de philosophie posés au baccalauréat ou au concours AL de l'École normale supérieure. Voici des sujets d'histoire posés à l'agrégation d'histoire ou au baccalauréat. Et je vous demande, et je relèverai les copies à la fin, de dire à quoi correspondent
à quel concours ou à quel examen correspondent ces différents sujets. Il n'y a pas, de mon point de vue, il n'y a pas une différence absolument écrasante entre les sujets, alors que si je prends ce sujet, et ça c'était la page 1 et la page 2 d'un sujet d'agrégation, et ça c'est la page 1 et la page 2 et la page 1 d'un sujet de baccalauréat, l'un est extrêmement, enfin c'est pas très dur, mais c'est quand même c'est difficilement compréhensible. Ici, disons, c'est relativement facile, et le fait est, c'est que pour un mathématicien, ça se fait en 2 têtes en 5 minutes, tandis que pour traiter même un sujet de baccalauréat de philosophie, ça peut être traité à des niveaux qui sont complètement différents. Ce genre de différence a un impact sur la gestion de l'hétérogénéité dans des disciplines différentes. Et on sait que la gestion de l'hétérogénéité est une vraie difficulté de l'enseignement en France. Comment est-ce qu'on fait pour gérer l'hétérogénéité ? Si on pose un sujet à des élèves, en français, en histoire, en philo, le sujet peut être traité à différents niveaux, c'est le même sujet peut être traité à différents niveaux. En mathématiques, si on pose un sujet qui est difficile, le fait est, c'est qu'il va écarter la très grande majorité des élèves. Donc cette gestion de l'hétérogénéité est assez compliquée. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que l'accès à la culture dite générale est présent dans la société, alors que l'accès à la culture scientifique est beaucoup plus problématique. Donc pour un élève, même un élève d'un, entre guillemets, mauvais lycée, il y a toutes sortes de manières pour lui ou elle d'avoir accès à une information. Deuxième point, l'attitude de l'establishment par rapport à ces questions de différence. Dans la plupart des pays du monde, le statut intellectuel est lié à la fonction professoriale à l'université. Ce qui fait prestige, c'est d'être professeur dans une université. En France, ça n'est pas le cas. Ce qui fait prestige, c'est d'être considéré comme un intellectuel avec un espace de détermination de la chose qui se situe plutôt dans les maisons d'édition, dans les médias, etc. Ceci aboutit à une prise en compte de la culture littéraire qui est plus importante, à mon avis, en France par rapport... J'ai dit que je faisais des spéculations, donc je spécule. Et voilà un autre exemple c'est des programmes enfin de la différence dans la manière dont les choses se présentent. Bourdieu a écrit, quand il parle du capital culturel, il parle et c'est très frappant, il parle de biens culturels, tableaux, livres, dictionnaires, instruments, machines, et il le dit un petit peu plus loin, biens culturels, tableaux, monuments, objets ouvrés, etc. Donc il insiste sur quelque chose qui appartient à la culture dite générale. Or, ce qu'on voit, c'est que l'impact du capital social, du capital culturel est aussi fort en mathématiques qu'en sciences. Donc, de mon point de vue, ça invalide au moins partiellement l'analyse de Boursier. Alors, je voudrais... ce genre de considération, et j'ai à peu près terminé, a un impact sur la manière dont on construit les cursus scolaires. Dans l'ancien système, le baccalauréat S était devenu le baccalauréat généraliste. Parce que s'il n'y avait pas eu des enseignements littéraires, les élèves auraient été considérés comme incultes. Quand un ministre, je crois que c'était Châtel, a proposé d'augmenter l'horaire d'histoire-géographie en première et d'éliminer l'histoire-géographie en terminale, il y a eu une levée de bouclier menée par les historiens qui sont très influents dans les médias, parce que si on enlevait l'histoire en terminale, on allait fabriquer une génération d'incultes, de gens qui n'avaient aucune conscience citoyenne, etc.
Et on avait à l'époque publié un contre-appel des scientifiques incultes pour valoriser le fait que la culture scientifique faisait également partie de la culture. Si on regarde le baccalauréat L, il n'y avait que des enseignements littéraires, avec la possibilité juste de prendre 4 heures en option, et ça, apparemment, personne n'était inculte. Ne pas faire de sciences, ça posait aucun problème à nos intellectuels. Si je regarde, c'est un tableau, l'horaire de terminale générale, donc ça c'était l'horaire dans l'ancienne terminale S, il y avait 16h30 de sciences, 10 heures d'enseignement littéraire et 2 heures de PS. En TL, il y avait 4 heures d'enseignement optionnel en mathématiques. Et non, je me suis évidemment trompé là dans l'addition, puisque tout le reste, c'était des enseignements littéraires. Dans la terminale et dans le lycée Blanquer, et je ne rentre pas dans la question de savoir si c'était bien ou pas de faire le lycée Blanquer, mais pour un élève scientifique, il y a 14 heures de sciences, 12 heures d'enseignement littéraire et 2 heures d'enseignement d'EPS. Et pour un littéraire, il y a 2 heures de sciences, 24 heures de lettres et 2 heures d'EPS. On voit un déséquilibre absolument majeur dans la construction même du bac Blanquer qui me paraît refléter cette attitude un petit peu générale sur les deux cultures dans le contexte français. Non, mais quelques mots de conclusion. Donc, j'ai cherché à mettre en évidence qu'il y avait bien une crise spécifique de l'enseignement des mathématiques en France, que cette crise avait des conséquences négatives sérieuses sur la formation de nos jeunes, des très bons, mais pas seulement des très bons, et peut-être plus encore des pas très bons, que outre les questions de niveau, l'enseignement des maths est affecté par des inégalités sociales et de genre qui sont trop importantes et sur lesquelles on n'a pas de méthode de compensation, et j'ai cherché à mettre ces difficultés en rapport avec des dimensions structurelles et philosophiques de notre système éducatif. Merci.